Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici. C'est la deuxième fois que je participe au Sentier de l'Espoir. La dernière fois, c'était il y a quelques années, puis c'était une expérience que j'avais bien appréciée. Donc, en plus, là, on va parler de ce qui est mon domaine de prédilection. On m'a demandé ici de présenter en français. If you have any questions at the end in English, please don't hesitate. Donc, la transplantation de moelle osseuse et de cellules souches, un traitement tourné vers l'avenir. Donc, je vais vous expliquer que la greffe est à la fois un traitement qui commence à prendre de l'âge, au moins dans ses principes, mais c'est un traitement pour lequel il y a eu beaucoup de développements qui nous permettent maintenant de penser que c'est quelque chose qu'on va pouvoir utiliser de plus en plus et de façon meilleure ou plus sécuritaire ou plus efficace dans l'avenir. Donc, pourquoi la greffe? Juste un petit rappel historique. Des fois, il y a des petites ironies de l'histoire comme ça qui vaut bien répéter. La greffe a été inventée à cause de ceci. Il y a eu, dans les années 50, une espèce de phobie de guerre nucléaire, et on savait des survivants d'Hiroshima que le principal organe qui était affecté par l'exposition aux radiations était la moelle. Hein, la moelle est la première chose qui meurt lorsqu'on est irradié. Donc, il y a eu des programmes de recherche pour faire en sorte qu'on puisse remplacer une moelle qui était dysfonctionnelle ou éliminée par la radiation. Donc, on s'est mis à irradier des animaux, puis regarder comment on pouvait transférer ou pas des cellules de moelle. Donc, on a su très rapidement que si on prenait un animal irradié, puis on transférait de la moelle qui venait d'un animal qui lui était quasiment identique, là, qui avait vécu dans la même cage, là, et qui appartenait à la même lignée, on pouvait reconstituer un système sanguin normal et l'animal survivait. On a aussi remarqué très rapidement que lorsqu'on prenait de la moelle qui venait d'une lignée de souris ou de rats qui était différente, eh bien là, on avait des effets immunitaires importants. On sentait que le receveur pouvait développer ce qu'on a appelé un runting, c'est-à-dire une perte de poids qui, on a compris avec les années, s'appelait la maladie du greffon contre l'autre, donc une attaque des tissus de l'hôte par la greffe, qui va reconnaître ces tissus-là comme étant étrangers. Mais aussi, on a remarqué que si le receveur était porteur de cellules leucémiques, on pouvait aussi éliminer ces cellules leucémiques-là par ce même effet immunitaire. Alors, les premières tentatives de faire de la greffe ont justement été faites dans des cas de catastrophes nucléaires dans des centrales où les travailleurs étaient exposés à des doses très fortes d'irradiation. Sans aucune connaissance, sans aucune notion des compatibilités génétiques. Ça a été une catastrophe. Par contre, il y a eu des événements marquants. En 1958, à Paris, Jean Dosset décrivait le système HLA pour la première fois, Human Leukocyte Antigen, qui est en quelque sorte notre identité génétique. Et là, on a pu comprendre, en quelque sorte, qu'est-ce qui faisait en sorte qu'un receveur pouvait rejeter un organe ou que des cellules qu'on donnait à quelqu'un pouvaient tenter de rejeter le patient. Donc, c'est la base de tout ça. Et suite à cette découverte-là et beaucoup d'expériences, notamment sur des animaux de laboratoire et éventuellement chez des humains, les pionniers du Fred Hutchinson Cancer Center à Seattle ont développé dans les années 70 la greffe de moelle un peu comme on la connaît aujourd'hui. Donc, ça aussi, ça a été récompensé par le prix Nobel. Donc, la compatibilité génétique. C'est à la fois simple et compliqué. Donc, c'est ce que j'ai après une recherche très extensive sur quelque chose qui s'appelle Google Image. J'ai tombé là-dessus, puis je trouvais ça assez utile. Parce que vous voyez ici papa, maman, et on voit en différentes couleurs ce qu'on appelle des haplotypes, les déterminants génétiques de l'identité immunologique qui sont présentés par un code couleur, 1, 8, 10, disons que copie de chromosome 6 pour être précis, 3, 14, 17, et de l'autre côté, 2, 7, 11, 10, 16 et 8. Alors, quand papa et maman ont des enfants, ils vont donner un des deux. Hein, et chacun va donner un des deux. Ce qui fait en sorte que si vous êtes le patient, you, et puis vous regardez dans la famille, il faut que votre donneur familial ait reçu la même copie de papa et la même copie de maman.
Donc, vous avez, dans ce cas-ci, un frère qui vous serait identique avec l'haplotype 1, 8, 10 et 2, 7, 11, alors que les autres ne le sont pas. Chez un frère et une sœur, par les lois de la génétique, vous avez une chance sur 4 d'avoir un donneur, si vous avez un frère et une sœur. OK? C'est comme ça que ça marche. Je vais vous expliquer que ces règles-là ont pu être transgressées avec certaines des innovations récentes en greffe de moelle, mais que, grosso modo, il faut s'assurer d'une bonne compatibilité génétique pour que la greffe puisse réussir. Alors, très brièvement, ça, c'est ce qu'on connaît du système sanguin. La qualité des dessins est peut-être pas excellente, puis ça, c'est parce que c'est moi qui l'ai fait. On a un modèle qui est pyramidal dans le système hématopoïétique. Il y a une cellule souche qui va créer toutes les autres cellules. Donc, vous avez une cellule souche à gauche, ici, qui va se différencier en différents progéniteurs qui vont donner en bout de piste les globules blancs, les globules rouges et les plaquettes. OK? Donc, la greffe de cellules souches, finalement, on greffe le potentiel de recréer un système sanguin au complet. Et il y a plusieurs études là, chez des souris immunodéficientes où on injecte jusqu'à une seule cellule souche humaine, puis on peut recréer un système hématopoïétique complet. Donc, c'est le but de la greffe, en quelque sorte. C'est de remplacer le système hématopoïétique. C'était ça le but à l'origine, très clairement, quand on voulait guérir les gens qui avaient été exposés à des doses fortes de radiation. Donc, à quoi sert la greffe? Donc, c'est vraiment pour remplacer une moelle malade. Les irradiations accidentelles, mais ça, franchement, on n'en voit plus beaucoup. Les maladies génétiques ou les aplasies acquises, aplasie, c'est-à-dire la moelle cesse de fonctionner, elle disparaît, c'est une maladie auto-immune où le corps rejette sa propre moelle, ou des maladies génétiques qui font en sorte qu'il y a un défaut qui va amener une immunodéficience ou une incapacité de faire les globules. Bien là, on peut remplacer ça avec une cellule souche saine. La très grande majorité des patients qu'on greffe, par exemple, souffrent de cancer du sang. OK? Donc, oui, on veut remplacer la moelle parce qu'elle est malade, elle est cancéreuse, et on veut s'assurer que chaque cellule leucémique ou lymphomateuse restante disparaisse. Bon. Et ça a ouvert quelque chose d'intéressant. Je vous ai dit tantôt que la moelle était une modulation, la greffe de moelle était une modulation immunitaire. Puis ça, c'est important de s'en rappeler parce que on peut utiliser la greffe comme immunothérapie. Prenez quelqu'un qui a un lymphome, par exemple. La moelle peut être parfaitement adéquate pour faire tous les globules qu'on veut, mais en la remplaçant, on va aussi remplacer chaque cellule du système sanguin, y compris les cellules lymphomateuses, et amener cette intelligence immunitaire-là qui va éliminer les cellules cancéreuses en les remplaçant. Donc, on a élargi du concept initial de remplacer une moelle malade et on s'en sert maintenant comme plateforme d'immunothérapie. Alors, brièvement, comment ça marche? On a un patient dans le lit qui est malade. Il faut faire deux choses. Lui donner une chimiothérapie ou une radiothérapie qui va l'immunosupprimer pour pas qu'il rejette la greffe qu'on va lui donner. Et cette chimiothérapie-là peut être utilisée pour nettoyer le plus possible la moelle des cellules leucémiques qui restent. Et après ça, on prend un donneur à qui on prélève des cellules souches, mais pas juste des cellules souches. Hein. Vous voyez là qu'il y a comme plusieurs types de cellules. Il y a évidemment la cellule souche, et ça, son travail, la cellule souche, c'est à long terme refaire un système sanguin complet, là. Mais il y a aussi le lymphocyte T, qui est l'essentiel de ma recherche au niveau personnel et qui est probablement la cellule qui amène les plus grands effets avec la greffe, c'est-à-dire un effet anti-leucémique, malheureusement aussi un effet anti-hôte, donc c'est la maladie du greffon contre l'hôte, graft versus host, mais aussi c'est ces cellules-là qui vont amener notre mémoire immunologique ou notre capacité de combattre certaines infections, notamment les infections virales. Vous aurez compris qu'il y a plusieurs effets qui sont désirables et d'autres qui ne le sont moins. Et un défi actuellement, c'est d'essayer de séparer les bons effets des mauvais effets. Alors,
La greffe de moelle hématopoïétique a été la première avancée majeure en médecine régénératrice et la première immunothérapie cellulaire. Hein, ça a commencé dans les années 70. Alors ça, je vous répète un petit peu le principe lorsqu'on fait tout ça. Et là, je reprends le dessin de la cellule T. Et la cellule T qui va reconnaître comme étrangères les cellules de l'autre. C'est une bonne chose. Si on reconnaît une leucémie comme étant étrangère et qu'on l'élimine, c'est magnifique, c'est ce qu'on veut. Mais ça va aussi reconnaître les tissus normaux comme étant étrangers et tenter de les éliminer. Tout ça se fait sur la base du contact entre le donneur et les cellules du patient, c'est-à-dire, vous voyez le dessin avec l'espèce de fourche qui est le complexe majeur d'histocompatibilité ou HLA. Hein? Là, il faut être le plus compatible possible parce que si on n'est pas compatible à ce niveau-là, il peut y avoir des réactions immunitaires extrêmement violentes et dangereuses. Et le petit point rouge qui est de façon plus fine un antigène, puis tantôt je vais vous le décrire comme un antigène mineur d'histocompatibilité, donc un antigène de transplantation, mais qui n'amène pas une réaction aussi virulente que la grosse fourche. Donc, on tente de matcher les patients pour les antigènes les plus sérieux, mais on aime qu'il y ait un petit peu de différence, justement pour permettre une activation immunitaire. Puis pourquoi c'est important? Ça, c'est un graphique qui date de 1990, qui résume la décennie des années 80 en greffe. Et ce que vous voyez là, vous voyez les mois, l'axe des X, et les probabilités de rechute sur l'axe des Y de patients qui ont été greffés pour des leucémies. Et là, ce que vous voyez, c'est que les gens qui rechutent le plus, c'est ceux qui ont eu une greffe de jumeaux identiques. Jumeaux identiques, pas de différence génétique. Le petit point rouge, là, il est pareil. Donc, il n'y a pas de reconnaissance immunologique. Donc, ces patients-là n'ont pas de maladie du greffon contre l'autre, mais ils rechutent beaucoup plus. Si on enlève les lymphocytes T du greffon, ça va aussi mal. Et plus on a de la maladie du greffon contre l'autre, donc plus la reconnaissance de l'autre comme étranger est présente, bien, on voit que les chances de rechute diminuent de plus en plus. C'est certainement pas... Ça, c'est des probabilités. Hein? Il y a des patients, vous regardez là, le patient qui n'ont jamais eu de maladie du greffon contre l'autre, ils vont quand même mieux que ceux qui ont été greffés à partir de jumeaux ou de greffes avec une déplétion, un retrait des lymphocytes T. Donc, il y a beaucoup de patients qui n'ont jamais eu de maladie du greffon contre l'autre et qui sont guéris, là. Et au contraire, il y en a qui ont eu des maladies du greffon contre l'autre extrêmement sévères et qui, malheureusement, rechutent. Donc, ce n'est pas une règle, mais quand même, c'est une indication. Alors, en clinique, tous les jours, on joue donc un espèce de jeu de chat et la souris où on essaie de contrôler le système immunitaire pour éviter la maladie du greffon contre l'autre, qui peut être mortelle, là, donc c'est sérieux, mais pas trop, parce qu'on veut permettre une immunité contre les infections et les cellules cancéreuses. Donc, si on vous fait venir 2 fois par semaine en clinique, c'est pas pour vous faire souffrir, là, c'est parce qu'il faut vraiment jouer, il faut qu'il y ait une régulation très, très fine de ça parfois. Toutes les maladies malignes du sang ne sont pas traitables par greffe de moelle. C'est un peu vrai. Greffe de moelle allogénique, je vous parle, là, les lymphomes très agressifs pour lesquels on fait des greffes autologues, ils ne sont pas tout le temps bien traitables. Ce n'est pas une règle absolue, mais ce n'est pas idéal. L'effet greffon contre tumeur, il ne fonctionne pas toujours, ça, je vous l'ai dit. Puis les risques de toxicité qui vont nous guider pour savoir si un patient est vraiment candidat ou pas à la greffe. Il y a l'âge, ce qu'on appelle les comorbidités. Hein, il faut que les poumons, les reins, le cœur fonctionnent assez bien avant de se lancer là-dedans parce que ça peut être assez rigoureux. La compatibilité, il faut trouver un donneur. Il faut que le patient soit libre d'infections actives quand on fait ça, parce qu'il va avoir une immunosuppression qui est longue. Et si le patient est déjà infecté avec quelque chose de très, très grave, bien là, on ne peut pas le faire. Et il y a plusieurs autres variables comme ça. Donc, comment règle-t-on ces problèmes? On parle ici du sentier de l'espoir pour vous dire qu'effectivement, depuis les années 70 ou 80, la greffe a beaucoup évolué. Âge limite. Bon, OK, on ne va pas rajeunir personne. OK? Ça c'est on a malheureusement abandonné cette idée-là. On peut freiner le vieillissement, peut-être. Il y a de la science intéressante là-dedans, mais bien honnêtement, personne ici va avoir une cure de jouvence avec une greffe. Donc, ou, bon, avec d'autres moyens.
On fait des greffes moins toxiques, par exemple, maintenant. On n'a plus besoin de donner autant de chimio, de radiothérapie que dans le passé. On a des meilleurs traitements de soutien. Par exemple, les immunosuppresseurs, les antimicrobiens sont beaucoup plus efficaces qu'ils étaient. Et on peut manipuler les greffons à l'extérieur, dans le laboratoire, pour les rendre plus efficaces. La compatibilité. On ne change pas ses gènes, puis on ne peut pas non plus s'inventer des frères et sœurs. On a besoin de registres. Et là, c'est la prochaine conférencière qui va vous parler de ça. Mais je vais juste vous donner très rapidement une petite idée que les registres, ça peut marcher. Mais ça va marcher surtout dans certains groupes ethniques à cause de toutes sortes de variables. Il est, par exemple, plus facile pour un Européen caucasien de se trouver un donneur que pour un Africain. Il y a toutes sortes de raisons à ça, notamment que la population africaine est génétiquement plus diversifiée et les registres performants viennent de populations nord-européennes en bonne partie. Donc oui, et puis il faut travailler à augmenter ces registres-là et les diversifier de plus en plus. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'une compatibilité parfaite est requise? Non. On peut maintenant greffer des centres cordons ombilicaux qui sont partiellement matchés. La greffe haploïdentique, qui est un demi-match, où là, on peut utiliser un parent, un enfant, un frère incompatible. Donc maintenant, tout le monde peut avoir une greffe, ou presque, bien que ces greffes-là soient techniquement plus risquées. Donc, ce qu'on fait à HMR, puis je vais terminer brièvement avec ces petits exemples-là, si on donne une greffe à demi-match, on va tuer tout le monde, la réactivité immunologique va être trop forte. On a développé ici un processus où on peut éliminer les lymphocytes T, les plus réactifs contre le donneur, dans le laboratoire et injecter les autres. Donc, ça, il y a une étude en cours. Pour les greffes de cordon, on peut se permettre les incompatibilités parce que le système immunitaire des bébés est immature. Mais on a peu de cellules souches. Donc, ou bien on peut donner ça à de très petits adultes, ou bien donner ça à coup de 2 cordons à la fois, ou ce qui a été développé par nos collègues et qui est en cours d'étude ici, c'est une expansion des cellules souches. On les cultive en laboratoire, on les multiplie avant de les injecter. Donc, encore une fois, ça fait en sorte que beaucoup de gens qui n'étaient pas éligibles pour un greffon de centre cordon le deviennent. Et finalement, est-ce qu'on peut améliorer le potentiel thérapeutique de la greffe sans toxicité? Rappelez-vous du petit point rouge. Le petit point rouge, c'est l'antigène mineur les antigènes mineurs d'histocompatibilité. Et ce qu'on a développé en équipe, on a été capable d'identifier ceux qui sont probablement plus présents sur les leucémies que sur les autres tissus. Donc, on pourrait avoir une attaque ciblée. Donc, basé sur un processus que j'ai développé dans mon laboratoire, on a maintenant une étude clinique qui, premièrement, on utilise des patients qui ont rechuté après la greffe et on essaie de, à partir du donneur, faire l'expansion et la stimulation de lymphocytes T spécifiques contre ces antigènes-là pour les réinfuser aux patients. Donc, c'est une étude qui est en cours dans laquelle on pose beaucoup d'espoir. Donc, en conclusion, la greffe de moelle est une percée médicale majeure des 50 dernières années. Ça offre un potentiel de guérison non atteignable par méthode conventionnelle. C'est la première immunothérapie cellulaire du cancer. C'est encore limité par des toxicités importantes. Ce n'est pas une garantie de cure. La recherche vise à surmonter les difficultés restantes, il me manque un S, désolé, et maximiser le potentiel immunothérapeutique. Alors, je vous remercie.